Bonjour chers auditeurs et auditrices, nous vous revoici avec Sidonie qui avait encore beaucoup de choses à nous dire. Bonjour tout le monde. Bonjour Sidonie. Bonjour Céline. Alors, qu'est-ce que tu as oublié de nous dire dans le podcast précédent où tu nous as parlé beaucoup de nutrition, mais je crois que tu avais envie de nous parler aussi de mouvement et peut-être encore d'autres choses. Ouais. C'est passionnant la nutrition et je pourrais en parler pendant des heures. C'est une de mes portes d'entrée, mais en fait je pense que ça peut être réducteur de ne voir que ça parce qu'en fait donc je travaille beaucoup avec le mouvement aussi et avec d'autres outils. Mais comme la nutrition a quand même cette connotation un peu négative, j'aime bien parler aussi de ce deuxième outil qu'est le mouvement parce qu'il est tellement universel et tellement... moi, je pars du principe que l'être humain, il est fait pour bouger. On est des êtres... alors, je pourrais en parler pendant des heures. Attention, Céline va falloir m'arrêter parce que pour moi, la société, elle nous a désappris, elle nous a empêchés de nous connecter à ce qui est censé être naturel, c'est-à-dire la façon de se nourrir, la façon de bouger. Et l'être humain est fait pour bouger. L'être humain est fait pour, je dis bien bouger, non pas faire du sport, mais pour bouger. Et que si, dans un monde parfait, on n'avait pas les chaussures que l'on porte qui sont proposées dans les commerces, mais des chaussures adaptées, ou alors qu'on était beaucoup pieds nus, si on avait le temps et l'opportunité de bouger, et non pas des journées de travail où on est assis dans un bureau, donc si on était vraiment dans des situations qui sont plus naturelles pour l'être humain, on se sentirait mieux, c'est-à-dire en bougeant plus de manière naturelle. On se poserait même pas la question en fait. On est fait pour ça et on se sent mieux. Le mouvement a un impact énorme sur le bien-être, sur la joie. Et je vais vous donner un exemple parce que je crois que c'est un des exemples qui, moi, dans ma carrière, m'a le plus marqué, ma petite carrière, m'a le plus marqué. Moi, je travaille donc avec des personnes qui ont particulièrement envie de se remettre à bouger, souvent. Des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas bouger ou faire du sport parce qu'ils ne sont pas en capacité. Et en fait, ces personnes-là, du coup, on travaille quand même dans le mouvement avec la respiration, avec la conscientisation et la remise en mouvement, on va dire, du périnée, les pieds, la réhabilitation des pieds, parce que le pied est maltraité dans cette société et on peut faire tellement de choses pour réhabiliter ce pied et en termes de bien-être, les conséquences sont juste énormes. Et en fait, en retravaillant sur ces choses-là, qui peuvent paraître d'un point de vue extérieur très petites, ça peut avoir un impact énorme sur le bien-être mais psychologique. J'ai eu dans mes clientes à un moment donné une femme qui ne peut pas, alors entre guillemets, qui ne peut pas bouger de trop parce qu'elle a une maladie, elle a une maladie chronique qui lui empêche de bouger trop ses articulations parce qu'elle peut faire des crises, etc. Et donc qui était persuadée qu'elle ne peut pas remettre du mouvement dans sa vie. Et en fait, on a travaillé justement sur le périnée, sur des retournements, voilà, des mouvements de réinitialisation de Tim Anderson, pour ceux qui connaissent. Et en fait, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu sourire, je l'ai vu plus légère et plus vivante dans sa manière d'être, après reconnecter à sa joie, en fait. Le mouvement, remettre du mouvement dans sa vie, c'est vraiment se reconnecter à une partie de sa joie. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Tu veux dire qu'on pourrait aussi venir te voir pas uniquement ou pas du tout si on pourrait ne pas avoir de problème de poids, mais par contre plutôt peut-être des douleurs ou avoir une mobilité un peu réduite, avoir eu peut-être avoir une maladie ou enfin peu importe, en tout cas trouver que dans ces mouvements c'est compliqué et venir te voir pour essayer d'améliorer ça ou peut-être remettre des routines dans son quotidien. Voilà, j'ai plusieurs questions. Oui, il y a plein de questions. Je vais essayer de... Ça va être dur pour mon cerveau, là. En fait, oui, les gens qui viennent me voir, donc effectivement, il y a ce côté nutrition papillon, donc qui peut inclure, en fait, ces mouvements, si ça intéresse la personne, si c'est dans ses priorités. Après, je suis assez persuadée que quand on se sent mieux, de toute façon, on va vers le mouvement. Et que quand on va vers le mouvement, on se sent mieux et on va aussi vers la nutrition. Je pense que vraiment... j'ai pas le souvenir d'avoir eu un cas où c'est pas arrivé, en fait. Donc, c'est pour ça que ça sert à rien d'imposer une façon de faire, parce que du coup, de toute façon, on va forcément aller... Vaut mieux aller vers ce qui nous attire, et ensuite, ça va se globaliser. Je pense là encore que c'est l'être humain qui est fait comme ça, mais ce ne sont que mes observations. Mais oui, en fait, l'objectif, avec le mouvement, c'est que la personne, elle réapprenne à se connaître aussi par ses ressentis, qu'elle apprenne à s'écouter. Moi, je me définis comme éducatrice sportive, spécialiste de l'écoute du corps. C'est-à-dire que on peut tous bouger, mais tous sans exception. Et en s'écoutant, on arrive on ne se fera pas du mal, en fait. Je dis ça parce que j'ai aussi travaillé dans les salles de sport. Alors, les salles de sport ont leurs avantages et il y en a des très bien. Je fais attention à ce que je dis quand même parce qu'il y a beaucoup d'avantages quand même dans les salles de sport. Mais l'une des raisons qui m'a fait quitter ce milieu, c'est que justement, il n'y avait pas cette écoute. Alors déjà parce que
l'objectif dans les salles de sport, c'est pas forcément le bien-être. Hein. Souvent, c'est malheureusement des objectifs esthétiques. Et aussi parce qu'on fait du mal aux gens, au final, en les faisant bouger de manière assez systématique. On va les mettre dans tel ou tel mouvement. S'ils veulent perdre du poids, c'est tel mouvement. S'ils veulent faire un marathon, c'est tel mouvement, etc. Et on se pose pas la question de cette reconnexion au corps et de cette... ça fait du mal aux gens, en fait. Par exemple, j'ai en tête un cours, il y a un cours je vais pas donner le nom parce que en plus c'est une marque déposée celui que j'ai en tête, mais il y a des cours où on court beaucoup, on saute sur place, voilà, ces cours-là ils peuvent avoir un intérêt, mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport et qui n'a pas une hygiène de vie extraordinaire, qui se met du jour au lendemain à faire ce cours-là 3 fois par semaine, bah, c'est hyper délétère en fait. Alors que là encore, on est tous uniques. Et donc, on devrait tous aussi avoir notre propre façon de bouger. Il n'y a pas une façon de faire. Et ça peut très bien être aussi très irrégulier. En fait, ça peut être, je sais pas, on peut être attiré par le footing ou la marche pendant, je sais pas, 3 semaines. Et puis, d'un coup, on a envie de se mettre au yoga. Pourquoi pas, en fait. Ça peut être... effectivement, l'objectif, si les personnes viennent me voir, c'est de remettre du mouvement. Donc, soit de les préparer à faire du mouvement en extérieur ou dans une salle de sport, mais qu'ils soient prêts en s'écoutant, c'est-à-dire qu'ils sachent se dire non à eux-mêmes s'ils voient que c'est un mouvement qui n'est pas fait pour eux, qu'ils connaissent, qu'ils ressentent ce qu'ils sont censés ressentir et qu'ils reconnaissent quand c'est une douleur qui n'est pas normale, et aussi qu'ils sachent dire non à un éducateur sportif, par exemple. Parce que quand on est dans un groupe et que l'éducateur il fait « allez plus bas » et que tout le monde est... Non, si c'est pas pour toi, le fais pas en fait. Et c'est dur parce qu'il y a le regard des autres, donc c'est toute une préparation en fait. Donc il y a cet objectif-là, si on veut si la personne a envie de se remettre au sport pour aller à un cours, s'inscrire, etc. Ou si elle a envie aussi, l'autre objectif, de bouger chez elle, de faire des routines. Alors c'est vrai que le mot routine est pas... je n'aime pas ce mot-là, mais j'en ai pas trouvé d'autre. L'objectif, c'est de se connaître assez, de connaître assez son corps, ses sensations, assez de mouvements, enfin voilà, pour que la personne soit indépendante pour bouger à sa sauce régulièrement. Donc c'est pas une routine, c'est pas le même enchaînement de mouvements tous les jours, c'est juste de bouger en conscience et comme elle en a envie tous les jours. Mais tous les jours, ce serait idéal, mais ça peut être même juste 5 minutes en fait, ça peut même être plusieurs fois dans la journée. Il y a plein de façons de faire, mais qu'en tout cas elle trouve son propre rythme et qu'elle devienne indépendante dans son mouvement et qu'elle reconnaisse aussi quand elle en a besoin et qu'elle sache s'écouter pour pas en faire trop, etc. etc. Et toi, Sidonie, dans ton quotidien, quel mouvement ou quelle routine, quel mouvement tu fais comment tu mets le mouvement dans ton quotidien à toi? Alors, si je m'étais rencontrée il y a 2 ans et je m'étais dit tu feras ça dans 2 ans, je n'aurais pas cru ce que je vais dire. Parce que moi, tous les matins, j'ai une petite routine de mouvement qui n'est jamais la même. Qui est un mélange de toutes les choses auxquelles je suis formée, finalement, toutes les choses qui m'ont attirée. En fait, c'est du pilates, du yoga, des mouvements de pied, justement, des mouvements de réinitialisation de Tim Anderson. Ouais, il est dur celui-là. En fait, je me fais mon petit mélange. Je connais ces mouvements-là et je connais mon corps et je m'écoute en fait et je fais beaucoup de mouvements au sol parce que je pense que le contact avec le sol est très important aussi. Et en fait, je me fais mes petits mélanges. Ça peut être pendant 5 minutes comme ça peut être 20 minutes. Et ça m'arrive parfois de mal gérer mon temps et de pas le faire au lever. Je sens la différence en fait. Je sens la différence en termes de bien-être dans le reste de ma journée, dans le reste de ma matinée. Donc j'arrive toujours à le caler à un autre moment. Ça prend pas beaucoup de temps. Il y a moyen de faire même des choses debout, de faire... Tout est possible en fait. Et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à... On me redit ça il y a 2 ans. C'est-à-dire que moi, j'aime pas la routine du tout. J'aime pas les choses répétitives. Donc si je le fais, c'est que ça me paraît pas répétitif. Et puis, il y a des moments où ça va plutôt être... ça dépend du temps aussi qu'il fait, mais je vais plutôt aller marcher ou faire des petits footings dehors. Mais c'est vrai que j'aime bien quand même qu'il y ait un ensemble... j'aime beaucoup les moments, parce que les routines que je fais à la maison, quand je mets mon casque, je m'isole en fait. C'est pas juste je bouge pour bouger, c'est aussi c'est un moment où je me reconnecte à moi, à mon corps, à mes sensations. Et ça, en termes de bien-être, c'est juste décuplé, quoi. Ce que j'entends dans ce que tu nous dis, c'est que en fait, ce que tu fais chaque matin, c'est un peu te reconnecter à toi, prendre un temps de pause pour toi. En fait, oui, c'est ça. C'est que c'est un temps où on se reconnecte, où on réveille le corps aussi, parce que c'est vrai qu'il y a aussi le côté purement corporel et physiologique. Hein. Ça fait du bien. En plus, moi, j'ai eu des gros problèmes de dos et même si c'est bizarre de dire ça, les gens qui ont des problèmes de dos, souvent, quelque part, ça peut aider, en fait, à plus s'écouter et à plus s'intéresser au corps. Et c'est vrai qu'il n'y a pas photo, en fait, depuis que je fais ça, ça m'a permis... Déjà, ça me fait du bien physiquement, mais ça m'a aussi permis de comprendre certaines choses, de comprendre comment j'avais mal, pourquoi, etc. Je me suis rendu compte que j'avais plusieurs maux de dos différents, et il y en a qui sont résolus depuis. Donc, parce que voilà, du coup, selon les maux de dos que j'ai, je suis allée voir des gens, etc.
Et oui, c'est un moment qui est privilégié. Ça m'est arrivé de le faire à l'arrache parce que j'avais pas le temps et juste, ça marche pas en fait. C'est pas la même. C'est sûrement bien pour mon corps quand même, mais non, faut que je sois vraiment dedans. Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je le fais pas longtemps parce que je suis pas quelqu'un comme ça qui va rester. Ça m'est arrivé de me laisser embarquer quand j'avais le temps d'y rester longtemps, mais c'est rare. 5-10 minutes, un quart d'heure, et puis j'en refais de temps en temps, et puis je m'écoute selon les envies. Si je sais par exemple que je dois travailler sur un ordinateur pendant un moment, par exemple pour monter les podcasts, ça prend un peu de temps, du coup je vais me mettre des petits réveils pour ne pas me laisser happer déjà par l'ordi, et puis de me remettre du mouvement dans mon corps pendant même pas 5 minutes en fait, et je viens me rasseoir, et en fait ça se passe beaucoup mieux, et je suis moins éparpillée, parce que ça aide. Le mouvement et la reconnexion à soi, ça aide vraiment à être moins éparpillé, à être plus ancré, à être plus concentré, etc. etc. Tu veux dire aussi que peut-être t'as pas toujours fait ça, que c'est au fur et à mesure, c'est un chemin en fait. On passe pas, on passe pas de je suis happée par ma vie, je cours, je que ça, à tous les matins, je commence par faire ma pause, ça peut me concentrer sur toi, à mettre du mouvement. Tout à fait. La façon, je l'ai dit pour la nutrition, la façon de manger, mais je le dis pour la façon de bouger, la façon dont on bouge dans les moments où on s'y consacre, ça en dit long sur qui on est. Moi, je sais que quand je reçois des gens pour ça, la façon dont ils bougent, je peux dire énormément de choses sur leur histoire, sur leur façon d'être au quotidien. Bon, après, il y a la symbolique du corps aussi qui m'intéresse beaucoup. Voilà, il peut y avoir plein d'informations qui viennent, mais en tout cas, ça en dit long. Et c'est vrai que, par exemple, quand j'étais éducatrice sportive, quand j'ai commencé, c'est parce que j'ai eu un enfant à un moment donné, que j'ai eu des problèmes de dos, que j'ai été obligée d'être arrêtée, et que je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'allait pas ce que je faisais avant, parce que je m'écoutais pas du tout, et que c'est vrai que c'est un métier qui est très exigeant. Quand on doit donner cours, on y va en fait, même si on a mal, et en fait on prend l'habitude de ne pas s'écouter. Donc oui, je faisais beaucoup de sport, mais en fait c'était délétère pour moi, mais je me rendais pas compte. Et c'est sûr que de cette image de moi là que je viens de décrire et celle qui est aujourd'hui, il y a eu du chemin de fait entre deux. Je me suis pas arrêtée du jour au lendemain, je me suis pas mise au yoga, au pilates. Si un jour on m'avait dit que je serais prof de pilates, j'y aurais pas cru à l'époque, parce que justement ce que je me posais comme question, c'est est-ce que tu vois à quel moment en fait ta façon de voir les choses a changé, et est-ce que y a quelqu'un ou une pratique ou des pratiques, enfin en tout cas comment tu as réussi petit à petit, mais à quel moment en fait tu as décidé de changer ta façon de voir les choses et de prendre soin de toi? Je sais pas si je suis claire, mais est-ce que tu arrives à dater un peu, enfin je te demande pas forcément la date exacte, mais qu'est-ce qui a fait que tu as pris conscience de ça et que tu as commencé à mettre en place, et qu'est-ce que tu as mis en place au démarrage? Parce que il y a plusieurs questions, mais déjà, en fait, à quel moment tu as pris conscience de ça? Ça s'est fait progressivement en fait, je pense, parce que avec le recul, je me rends compte qu'il y a sûrement eu des choses qui inconsciemment ont joué à mon changement. Je me souviens déjà quand j'étais prof de fitness, le premier cours que j'ai donné de juste étirement, relaxation, ça me faisait peur. Je me suis dit, mais je tiendrai jamais 1 heure. Et en fait, je pense que c'est un des meilleurs cours que j'ai donné, et j'adorais le donner. J'ai eu énormément de retours positifs là-dessus. Donc effectivement, j'étais entre guillemets une autre personne, parce que c'est pas la même voix, on est plus posé. Et en fait, je pense que ça m'a aidé moi à me poser déjà. Ça me faisait beaucoup de bien de donner ce cours. J'étais obligée de parler plus lentement, et puis en fait, je me suis prise au jeu. Et déjà, ça m'avait fait du bien. Mais je pense pas que je l'avais conscientisé à ce point-là. Mais déjà, je pense que ça a été le début de quelque chose. Et après, alors c'est vrai que j'ai eu quelques notions de pilates quand j'ai été formée pour être éducatrice sportive, parce que y avait une des formatrices qui aimait bien ça, et je ne comprenais pas à l'époque. Je me voyais pas du tout donner des cours de ça. Ça m'avait fatigué le cerveau, et je voyais pas. En fait, j'avais pas compris vraiment ce qu'était le pilate à ce moment-là. Et c'est après, au fur et à mesure donc j'ai eu un enfant, donc ce qui m'a obligée à me poser. Quand je suis revenue à moi entre guillemets, que j'ai pu reprendre le travail, je me suis rendu compte qu'en fait, je pense que j'étais exploitée en fait, même si je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas je me laissais exploiter, c'est plutôt ça, et j'ai changé à ce moment, je n'ai plus voulu, c'est-à-dire j'ai repris l'habitude d'écouter mon corps quand j'étais enceinte, vu que j'étais en arrêt, et quand j'ai repris le taf, je me suis dit, mais attends, là ça va pas, j'ai mal, je peux pas y aller, là je suis fatiguée, on m'en demandait tellement, et physiquement je me suis dit, mais en fait je ne me respecte pas, en fait j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas dans la façon dont je me faisais traiter, et dans la façon dont je me traitais moi-même. Donc après, il y a eu un petit shift à ce moment-là. Je me suis mise à mon compte pour être coach de vie, donc où je voulais quand même un accompagnement assez global, où je faisais à la fois nutrition et mouvement, mais c'était pas encore la manière dont je le fais aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà c'était déjà une progression, pour moi en tout cas, pour ma façon de vivre. J'étais quand même un peu plus dans l'écoute du corps, parce que je faisais très attention. Justement, c'est ce que j'aime dans le coaching et dans l'individuel, c'est qu'on peut vraiment faire en fonction de la personne qu'on a en face de soi. Et les outils qu'on utilise, c'est pas
juste le fitness ou le sport ou la muscu ou les étirements. C'est pas que ça. En fait, il y a l'humour, il y a le conseil, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Et on a plus de liberté pour aider la personne dans sa progression, même si elle est là pour du sport, avec des conseils ou avec des tips pour la vie quotidienne, etc. On est plus efficace et plus à l'écoute. Donc déjà, ça avait changé, ça, pour moi. Puis après, il y a eu ce projet où on était 2 à la base, un projet où la personne à qui j'étais était formée au pilates sur machine. Et ça m'a amenée dans le monde du bien-être. Et il y a des choses qui ne se sont pas très bien passées dans ce projet, parce que voilà, ça s'est terminé un peu en queue de boudin. Je crois que en eau de boudin. Eau de boudin, mais pas très bien. Enfin, en tout cas, voilà. pas de la façon souhaitée au débarrage. Mais par contre, c'est vrai que l'expérience de l'entrepreneuriat et le fait d'avoir été dans ce milieu-là, ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont ouvert certaines choses. Et le choc, et l'épreuve que j'ai passée avec ça, c'est comme si moi, il y a eu un déclic en moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui était profond en moi qui s'était réveillé. Et là, je parle beaucoup en particulier de la spiritualité qui s'est amplifiée. C'est un peu comme si ça s'était fait du jour au lendemain. Et pour moi, tout est lié. C'est-à-dire que la spiritualité, l'écoute de soi, etc., ça va vraiment ensemble. Et je pense que là, ma façon d'aborder les choses a changé aussi. Après, il y a eu le confinement, il y a eu plein de choses. J'en ai profité pour me former. Je me suis formée au Pilates, pour le coup, parce que là, ça m'a tirée. Et là, j'avais compris quelque chose. Et puis voilà, je pense que ça s'est fait au fur et à mesure. Et l'écoute du corps, pour moi, c'est une priorité aujourd'hui, parce que je pense vraiment, c'est aussi parce que j'ai compris que le corps avait, dans tous ces cheminements-là, toutes les rencontres que j'ai pu faire, toutes les lectures, toutes les formations, j'ai vraiment compris à quel point le corps avait des choses à nous dire, et que quand il s'exprime, quand on a mal, quand on a une douleur, une tension, ça veut dire quelque chose. Même si c'est ponctuel, même si c'est habituel, ça veut dire quelque chose. Une autre personne dans la même situation que vous, à ce moment-là, n'aurait pas cette douleur-là à cet endroit-là. Elle l'aurait ailleurs. En fait, ça réveille une zone de vulnérabilité qui veut dire quelque chose, en fait. Tu veux dire que notre corps nous parle complètement. Et en fait, moins on l'écoute, plus il nous parle. C'est souvent pour ça que la douleur, quand elle devient forte, intense, souvent il y a eu des prémices avant qu'on n'a pas forcément écouté, mais que souvent ça veut dire quelque chose. Ça veut déjà dire, à mon avis, en tout cas ça n'engage que moi, écoutez-vous. C'est ça. Attention, il y a je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va pas, ne serait-ce que déjà la zone concernée. Pose-toi. Tu m'arrêtes si non, mais c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Ça peut être pose-toi, mais ça peut même aller plus loin. Écoute-toi et entoure-toi des personnes qui pourraient t'aider. Questionne-toi sur ce que tu pourrais faire autrement. Et pour en revenir au mouvement, je pense que la douleur, les douleurs de dos, les douleurs de cervicales, tout type de douleur. Aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens en ont. Et en tout cas, si je peux prendre mon expérience personnelle, j'ai tendance à arrêter de bouger, en fait. Ou en tout cas, où j'avais tendance. Aujourd'hui, que je te côtoie et que je réfléchis moi aussi, je me pose plus avec moi-même, je me rends bien compte que c'est certainement pas le meilleur comportement de s'arrêter. Mais on a cette tendance, c'est-à-dire on a mal au dos, on va plutôt avoir tendance à s'arrêter de bouger, à s'allonger, parce que ça fait trop mal de le faire. Alors que finalement, je pense que peut-être ça peut être une raison pour laquelle on vient te voir, c'est qu'il y a des mouvements simples, physiologiques. On n'est pas obligé effectivement de faire du sport ou d'aller courir, ou il y a d'autres mouvements qui vont permettre d'aller mieux, d'alléger nos douleurs, et pas que, en fait. Et aussi le mental. Parce qu'en fait, effectivement, il y a une douleur, même si c'est le dos, c'est que c'est assez classique, mais en fait, une douleur, elle va avoir une origine, effectivement, le mouvement, et trouver les bons mouvements, les bons étirements, etc., c'est hyper utile, mais souvent, elle a une autre origine qui est d'ordre émotionnel, voire, pour ceux qui ont ces croyances-là aussi, voire une origine transgénérationnelle, karmique, etc., et on peut travailler dessus. Alors là, c'est encore un autre sujet, hein, moi, ça me passionne, mais moi, je sais que j'ai un exemple là-dessus. Ça m'est arrivé d'avoir quelqu'un dans une séance individuelle, donc on était dans le mouvement, et à sa façon de bouger, il y a un geste qui devait être douloureux. Alors, je sais plus exactement ce qui s'était passé à ce moment-là, mais il y avait un geste douloureux, elle me montrait, etc. Et moi, c'est à ce moment-là où j'ai eu une vision sur quelque chose, et en fait, cette douleur n'était pas liée à elle toute seule, en fait. Il y avait des choses à aller régler dans le karmique, etc. Donc, voilà. Ça, c'est pareil, ce sera encore... Il y a tellement de sujets dans cette phrase, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on porte en soi les douleurs et les limitations
qu'on a, parce que des fois, c'est pas des douleurs. Quelqu'un qui a du mal, par exemple, à lever les bras ou à lever la tête, il y a aussi une symbolique là-dedans qui est très intéressante, mais qui est pas toujours liée à sa vie actuelle, en fait. C'est ça que je voulais dire. Et est-ce que tu penses que en remettant le mouvement dans nos vies, finalement, même si on ne traite pas le fond, on peut quand même y arriver grâce à ce mouvement, sans forcément aller traiter la raison profonde? Je dirais que ça dépend vraiment de la douleur et de la difficulté. Parce que... alors je vais donner mon exemple comme ça, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait un nom qui m'échappe ou quoi. Donc mon exemple, par exemple, moi j'ai eu à un moment donné, j'ai eu plein de problèmes de dos dans ma vie. Et c'est pas encore complètement résolu, mais en tout cas c'est beaucoup mieux que ça n'a été. Et ça m'a beaucoup appris. Et un des problèmes de dos que j'ai eu, le plus incompréhensible en tout cas, ça a duré quand même 1 an et demi, où j'avais des crises où ça me faisait mal et j'étais allongée, je ne le trouvais pas. Et c'est vrai que c'était dans le bas du dos. Je connais les mouvements à faire quand on a mal au bas du dos, mais je voyais bien que c'était pas au niveau des vertèbres. J'arrivais pas à soulager en fait. Et en plus, ça a provoqué aussi des raideurs, des choses comme ça. Et un jour, j'ai eu la révélation, c'est-à-dire que j'avais beau faire du mouvement, parce que je bougeais, j'allais marcher, je faisais des exercices au sol, les yoga, pilates, machin, des trucs doux. J'avais toujours mal et je faisais attention à ce que je mangeais, donc c'était pas ça non plus. J'ai cherché quoi. Et un jour, j'ai eu cette révélation, donc je me suis rappelé que quand j'ai eu mes contractions, quand j'ai eu un enfant, c'était dans le dos que je les ai eues. Et que cette douleur ressemblait quand même vachement à des contractions. Mais il m'a fallu 1 an et demi quand même pour comprendre ça. Et du coup, j'ai appelé ma sage-femme qui, heureusement, a été super avec moi parce que, en fait, c'était mon stérilet. Je me suis dit, mon corps, il veut rejeter quelque chose. Et je voyais pas ce que ça pouvait être d'autre que le stérilet que j'avais fait poser. Et donc, j'en ai parlé à d'autres personnes de milieu médical qui m'ont un peu rayonné, mais j'ai appelé ma sage-femme qui a été super et qui m'a dit on va l'enlever, on va voir ce que ça. Le lendemain, c'était terminé. Donc, j'ai eu 1 an et demi de douleur. Et là, effectivement, il fallait qu'il y ait une autre. Enfin, moi, toute seule, je pouvais pas gérer le truc. Et je me suis rappelé des conseils que j'ai pu donner aux femmes que j'ai reçues quand j'étais dans les salles de sport, qui avaient mal dans le bas du dos. Je leur ai donné des conseils liés uniquement au corps et au mouvement. Et en fait, des fois, voilà, il y a des choses auxquelles on pense pas forcément. Donc là, c'est vrai que je parle d'un exemple quand même assez concret, qui est le stérilet. Mais ça peut aussi être, quelque chose qu'on se tient de génération en génération. Ça peut être... il y a plein d'explications. Ça peut être lié à quelque chose... quand le corps parle, des fois, ça peut être lié à quelque chose qu'on fait. Par exemple, il y a pas si longtemps, j'ai reçu quelqu'un chez moi qui venait... C'était une commerciale, donc qui venait pour quelque chose de... Elle voulait me vendre quelque chose, clairement. Et je la vois qui a du mal à tourner la tête. Et je fais, vous avez mal au cou? Elle me fait, oui, j'ai une espèce de torticolis. Puis la façon dont elle bougeait, je lui ai dit, vous avez une décision énorme à prendre en ce moment. Et elle me dit, ouais, là, Et donc, elle m'a raconté direct, je pense que ça lui a vraiment parlé. Elle m'a raconté direct ce qui se passait dans sa vie personnelle. Et elle avait une grosse décision à prendre, effectivement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé derrière, mais j'imagine que son mal de cou a fini par partir parce qu'elle a conscientisé que c'était lié à quelque chose de sa vie, etc. Tu vois? Ok, donc ce que j'entends, parce que ma chère Sidonie, on approche de la fin, et tu vas encore être très frustrée de ne pas avoir tout dit. En tout cas, si on peut faire un peu le point sur ce que tu as dit, moi ce que j'entends, c'est que il est intéressant de se pencher sur soi pour aller mieux, de trouver du temps, une façon de faire, et peut-être d'avoir de l'aide pour trouver ce temps, pour se prendre du temps pour soi, avec du mouvement quand même quelque part dans sa journée, dans sa vie, et que si on se sent un peu soit très douloureux, soit un peu enfermé dans sa vie, ou en tout cas on sait plus trop comment faire pour avancer, on peut venir te voir. Ah mais bien sûr, bien sûr. Et j'allais ajouter en fait que mettre du mouvement dans sa vie, oui, c'est très positif. Après, on n'est pas obligé de commencer par là. C'est un peu redondant par rapport à l'épisode qu'on avait tourné avant, mais c'est pareil, mettre du mouvement dans sa vie, c'est vrai que ça ne peut que faire du bien. Donc, vous pouvez même ne serait-ce que bouger les poignets, les pieds, tout ça, ça ne peut que faire du bien et c'est très facile à mettre en place. Mais si pour vous, c'est hyper contraignant et que vous n'y arrivez pas, c'est ok, il y a d'autres façons de faire pour aller mieux, en fait. Ça peut être en s'intéressant à autre chose. Justement, forcément, il y a la nutrition, il y a le développement personnel de manière un peu différente. Là, par exemple, Céline, toi, t'es sophrologue, ça peut être de la sophrologie, ça peut être aller voir un psy, un médium. Il y a plein, en fait, de manières d'aller mieux et vouloir se forcer à faire un truc, c'est pas forcément le bon plan. Et ça ne veut pas dire que vous ne le ferez jamais, parce qu'au contraire, si vous allez d'abord attaquer sous un angle qui vous intéresse, vous irez peut-être, au final, ce sera plus facile pour vous d'y aller. C'est un peu comme
par exemple, quelqu'un qui est accro au sucre, commencer par lui enlever le sucre, c'est trop dur en fait, enfin en tout cas dans ma façon de faire, et on va plutôt travailler sur tous les autres plans d'abord, et d'instinct, elle-même aura envie d'aller enlever l'addiction au sucre après, ça se fera beaucoup plus facilement, et ce sera plus facile à mettre en place que d'y aller frontalement en fait. Super, eh bien, est-ce que tu as un mot de la fin, Sidonie ? Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs, nos auditrices, pour clôturer ce... Merci de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés déjà. Et puis ouais, une fois encore, j'ai vraiment envie d'encourager, parce que c'était un peu le but du podcast aussi, d'encourager les gens à aller se faire aider, à ne pas oublier que les thérapeutes, les praticiens bien-être, ce sont des êtres humains et qui ont envie de vous aider. Et ils sont comme vous, en fait. C'est pas des extraterrestres, c'est pas... Parce que le but du podcast, c'était ça, c'était de diminuer cette distance en fait, qu'il y a entre nous et ces praticiens, que des fois on n'ose pas aller, alors qu'en fait, c'est des gens qui vivent dans le même monde que nous, qui ont eu des difficultés similaires et qui ont encore des difficultés similaires. Et s'il y en a un qui vous inspire, allez-y, ça peut pas vous faire de mal. Eh bien, merci Sidonie pour t'être livrée. Merci à toi, Céline. Aujourd'hui, et puis à bientôt. Ouais, à bientôt, Céline. À bientôt, tout le monde.